Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, bien, c'est une journée spéciale aux États-Unis, surtout avec tous les sondages serrés là, qui tombent dans les États clés en vue de la présidentielle. C'est soir de débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ça se passe donc à 21h ce soir sur le réseau ABC à Philadelphie. Est-ce que ce sera le seul débat entre les deux? On verra bien, parce que là, c'est parti pour ça. Là, c'est parti pour ça. Il y avait eu des dates qui avaient été avancées, mais il faut que les deux parties les acceptent. C'est ça. Puis là, dans le fond, est-ce que si un des camps perdait le débat de ce soir, voyait glisser les intentions de vote, est-ce qu'il pourrait relancer l'idée d'un autre débat, puis que l'autre camp n'oserait pas dire non pour pas avoir l'air d'avoir peur, mais on est dans un scénario moins probable, à mon humble avis. Là. Le plus probable, c'est que c'est le débat. Allons-y avec les certitudes. Dans ce cas-ci, au cours des derniers jours, on sait que Kamala Harris s'est préparée, s'est retirée avec ses conseillers, alors que Trump a continué de faire des rassemblements également. Donc, pendant 90 minutes, avec des règles quand même assez strictes, c'est-à-dire qu'on va couper le micro de l'autre lorsque, justement, par exemple, si Madame Harris, je vais prendre cet exemple-là, parce que si Madame Harris est en train de parler, le micro de Trump va être coupé. Alors, il ne pourra pas, par exemple, intervenir ou la couper ou quoi que ce soit, et vice-versa. OK, on y va de cette façon-là. Selon le plus récent sondage qu'on a vu, entre autres, dans le New York Times, 48% des intentions de vote iraient à Trump, 47% à Mme Harris. Et dans les États clés, les États pivots, c'est extrêmement serré également. Il y a des millions d'Américains, Mario, qui auront les yeux rivés sur leur téléviseur ce soir. Ouais. Et dans le sondage dont tu viens de parler, il y avait une donnée intéressante là, dans les données plus pointues. Trump, il n'y a plus personne qui dit ne pas le connaître ou ne pas assez. En fait, il reste un 9% qui disent qu'ils le connaissent pas assez, mais je suis désolé, si tu connais pas Trump, après 10 ans qu'il est dans l'actualité tous les jours, tu le connaîtras jamais. Ce 9% va rester 9%, puis c'est le genre de monde, non, je le connais pas, mais ils regarderont pas le débat. Là. C'est des gens peu informés ou pas informables. Mais dans le cas de Kamala Harris, c'est pas le cas. Il y a un vrai, 28% de gens qui disent j'ai besoin d'en apprendre plus pour elle. Et là, tu arrives dans un pourcentage plus significatif où c'est pas juste des gens perdus qui votent pas, qui sont au courant de rien. Il y a des gens, pas nécessairement des maniaques de politique, mais des gens qui vont voter, qui sont des curieux peut-être d'en savoir plus et qui vraiment disent, mais Mme Harris a été vice-présidente, mais on a l'impression qu'on la connaît pas tant que ça. Il y a un défi particulier pour elle là-dessus. Mais moi, Alexandre, ce qui me fascine, et j'ai essayé de me le figurer dans ma tête, moi, j'ai fait 4 débats. 4 débats des chefs ici. Mais dans un système parlementaire comme le nôtre, la personne avec qui tu débats avec lui, tu es habitué, c'est dans ton quotidien. Je sais pas, moi, Jean Charest, Pauline Marois, on siégeait dans le même parlement, là. Fait que tu comprends, on débattait à période de questions, dans des commissions parlementaires, dans toutes sortes d'occasions. C'est des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés, à qui on a serré la main, même si on est des adversaires des dizaines de fois. C'est sûr qu'il y a un caractère spécial au débat des chefs, il y a un caractère solennel, stressant, tendu. Mais tu connais ton visage. Ben oui, très bien. Là, ses défauts, tu l'as vu à l'Assemblée nationale, tu sais qu'est-ce qu'il fait suer, qu'est-ce qu'il fait sursauter. Eux ne se connaissent pas. Ils sont des étrangers un pour l'autre, ne sont jamais rencontrés. On dit qu'ils auraient été dans la même pièce là, lors de grands événements au Congrès, mais sans jamais se serrer la main, sans jamais se croiser, sans jamais s'adresser un mot, n'ont jamais discuté. Et là, donc, se retrouvent, tu sais, vraiment comme deux inconnus, même s'ils vont s'être étudiés, probablement que les deux ont regardé des heures de télé de l'autre, puis que Trump a regardé les débats de Mme Harris il y a quelques années, là, quand elle s'était présentée. Mais ça demeure... Pour moi, je me dis, OK, il y a quelque chose de fascinant là. Je voudrais être dans la pièce pour voir l'atmosphère quand ils vont arriver au lutrin, se croiser pour une première fois, se serrer la main, surtout avec le personnage de Trump, qui est quand même... un peu énigmatique là, dans toute sa forme. Alors, on va surveiller ça avec beaucoup de curiosité ce soir. On va rester aux États-Unis, Mario. On s'en parlait aussi. L'arrestation du joueur des Dolphins de Miami dimanche, Tyreek Hill, en se rendant au match. Et là, ce qu'on avait hâte de voir, c'était les vidéos des caméras corporelles des policiers. Parce que là, on avait eu... une version de l'histoire, c'est-à-dire... Mais filmé de loin par des kidams, là, des passants. Ouais, alors que là, la perspective de la caméra corporelle, t'es aux premières loges là, de ce qui s'est passé. Alors, ça a été rendu public. C'est un extrait d'à peu près 3 minutes qu'on a visionné. Je vais vous faire entendre un court extrait. Vous allez voir que les choses se sont escaladées assez rapidement. Keep your window down. Keep your window down. I'm gonna get you out of the car.
As a matter of fact, get out of the car. Give me your ass, Get out of the car. Give me your ass, we'll break that freaking window. Get out of the car. Get out of the car right now. We're not playing this game. Get out. Get out. Get out. Donc, on dit 2 fois baisse la fenêtre. Ouais. Puis à la 2e fois, on est déjà à dire une menace où je te sors de l'auto. Oui. Puis après ça, il est déjà rendu motherfucker. Ouais, il y a des injures. Des injures. Moi, j'ai regardé l'ensemble de l'extrait. Ça n'a aucun saint bon sens, là. Du point de vue des policiers, perte de contrôle, agressivité totalement démesurée. Et là, il y a d'autres joueurs des Dolphins qui sont avertis qu'il y a ça et qui arrêtent. Là, les policiers viennent complètement fous avec les autres joueurs des Dolphins, leur demandent de s'en aller, ils se mettent à les menacer, leur demandent leur permis de conduire sans raison. Mais je veux dire, la scène dans son ensemble, c'est des policiers qui partent. Non, c'est un vrai cirque. D'une toute petite intervention. Il aurait dû donner une contravention de circulation à un cirque de policiers agressifs complètement disjonctés. Là. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Tyreek Hill aurait roulé là, à 97 km/h en se rendant jusqu'au stade. Les il méritait un ticket. Après. Ça, oui, c'est pas il méritait un ticket. Puis lui, dans la scène, donc lui, il se fait arrêter, il se fait intercepter par les policiers, baisse un petit peu sa fenêtre, donne son permis de conduire en disant à l'agent, est-ce qu'il était cocky, est-ce qu'il était arrogant un petit peu en disant, regarde, là, donne-moi mon ticket, là, puis je vais aller, j'ai un match tantôt, là, je vais aller, il faut que je m'en aille. Là, t'sais. Et là, ce que le policier n'a pas aimé, c'est qu'il dit, baisse ta vite. Mais lui, parce qu'il a accordé une entrevue à CNN au cours des dernières heures, et là, il a expliqué un petit peu, que lui, il voulait pas trop baisser sa fenêtre pour pas attirer trop l'attention des gens autour, pour pas que ça devienne un cirque. Bon, finalement, c'est exactement ça qui est arrivé, parce que les choses ont escaladé assez rapidement. Mais là, l'organisation des Dolphins aussi a émis une déclaration. Je vais te lire l'extrait, là. Comme le montrent les vidéos diffusées, certains officiers confrontent leurs responsabilités et leurs engagements à servir avec un pouvoir mal avisé. Nous félicitons la police d'avoir pris les mesures nécessaires pour diffuser rapidement ces images, mais nous lui demandons aussi de prendre des mesures tout aussi rapides et fermes à l'encontre des agents qui se sont livrés à ce comportement méprisable. Il y en a un qui a été mis en congé administratif, d'ailleurs. Là, il y a une enquête qui est ouverte. Mais moi, j'en vois au moins 2, sinon 3, parce qu'il y en a un là, qui perd complètement les pédales avec un autre joueur des Dolphins qui s'apprête à obtempérer, mais là, il est comme trop tard. Comme il n'a pas obtempéré à son premier ordre, là, il demande son permis, mais le gars, tu le sens, l'être humain est disjoncté. Il me dit, t'es policier, il n'y a rien. T'es pas sur la scène d'une fusillade, tu comprends, où les vies c'est humaines... un excès de vitesse. Là. Les vies humaines sont en danger, il se passe rien. Là. D'un gars qui n'est pas un ange, en passant, là, qui a tout un... qui a des antécédents. Un dossier, mais... oui, c'est ça. Là. C'est pas, sauf que l'organisation des Dolphins de Miami, dans la ville de Miami, à mon avis, elle a une certaine influence. Penses-tu? Financière, sociale... Fait que la police de Miami doit être dans ses petits souliers, pas rien qu'un peu. Là. Et à mon avis, parce que moi, je me disais que les caméras corporelles, on va peut-être comprendre que, il a menacé les policiers, il a fait l'innocent, mais quand tu vois les images, et moi, je suis généralement un défenseur du difficile travail policier, mais dans ce cas-ci, il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien d'acceptable dans leur comportement. Et il y a surtout une perte de contrôle. Si on nous dit toujours du côté policier, faut garder le calme, faut garder le contrôle sur une situation. Alors, t'as quasiment l'impression que c'est les charlots font la police et essayent de perdre le contrôle, essayent de créer une situation où ils vont perdre le contrôle eux-mêmes, là. Fait que, et ils sont les seuls qui sont en perte de contrôle dans la scène, ce sont les policiers. Il n'y a pas un joueur qui devient agressif, il n'y a pas ni Tyreek Hill, ni personne. Non, gars, faites ce que vous avez à faire, regarde, faites ce que vous avez à faire. Mais, je veux dire, c'est toute une... Ça fait pique. Actualité. C'est jour de rentrée, Mario. Oui. L'Assemblée nationale, rentrée parlementaire, le début de la session dans quelques heures. Et il y a de gros dossiers, là, pour le gouvernement dans la prochaine session. Commençant parce qu'ils n'ont plus leur salon bleu. Ça, c'est vrai. Ça se déroulera dans le salon rouge. On a eu une petite réaménagé, notre collègue Antoine Robitaille nous montrait ça, effectivement, parce que, bon, il y a des rénovations à Ottawa, mais il y a un important chantier aussi à l'Assemblée nationale. Bon, plusieurs gros dossiers. La question de l'énergie, d'ailleurs, cette semaine, hein, ce sont les auditions, les consultations par rapport à ce projet de loi-là. Christine Fréchette, la nouvelle super ministre du gouvernement qui aura fort à faire. C'est toujours tendu avec la FIC. Il y a une manifestation d'ailleurs aujourd'hui qui va culminer devant l'Assemblée nationale. À la FIC, toute la question des seuils d'immigration, ce qui se passe dans le monde de l'éducation. On s'ennuiera pas, Mario.
Non, il manque pas de matière. Et on se répète, là, mais le gouvernement a décidé. D'ailleurs, on va parler aux leaders parlementaires du gouvernement là, plus tard dans l'émission, mais Simon-Jolin Barrette. Mais le gouvernement a décidé que malgré le changement de ministre à l'énergie, il n'y a pas de report, il n'y a pas de retard. Les audiences publiques vont commencer ce matin. On étudie le projet de loi. D'ailleurs, le premier groupe à être entendu, c'est Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui vient témoigner en premier. Donc, on part l'étude du projet de loi dès cet avant-midi. Et donc, ça, je pense que c'est la première chose que dans la stratégie de l'opposition, qu'on va vouloir faire dérailler. Essayer de prouver que le départ de Pierre Fitzgibbon, l'arrivée de Christine Fréchette, ça se fait trop vite, qu'on devrait retirer le projet de loi, tout repartir à zéro, au plus lentement, au plus tard. Alors, à mon avis, je m'attends à ce que l'opposition... Ça va devenir un peu un test pour le gouvernement, pour Christine Fréchette. Il n'est pas à exclure non plus. Là, Mme Fréchette va faire les audiences, va écouter les groupes. Mais ça me paraît quand même une femme forte. Peut-être qu'elle-même va dire, va prendre le contrôle de l'agenda, puis va dire, moi, je me fixe pas d'urgence que ce soit adopté avant Noël, on va prendre le temps qu'il faut. Ça pourrait décider de pas suivre le plan de match qui avait été dessiné par Pierre Fitzgibbon. Parce qu'elle quittera pas aux fêtes, elle. Elle quittera pas aux fêtes. Non, ça ne devrait pas. Et d'imposer son propre tempo. Question de mettre le pied à terre et de dire, regarde, moi, s'il faut le changer davantage, faire des amendements au projet de loi, prendre le temps qu'il faut, je suis prêt à ça. Donc, à suivre. Alors que la rentrée parlementaire la semaine prochaine aura lieu à Ottawa. Donc là, les différentes formations politiques sont réunies. Que ce soit le Bloc à Montebello, les néo-démocrates sont à Montréal, entre autres. Et les libéraux sont à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Et... il faut dire que Justin Trudeau va avoir énormément de travail à faire en vue de la rentrée parlementaire, même à l'intérieur même de son caucus, là, pour unifier tout le monde. Oui, parce qu'il y a une députée québécoise qui a dit se sentir un devoir d'être le reflet de ce que sa population pense. Mais ce que ça a donné au caucus, c'est discutable si c'est bon. Là. C'est toute une déclaration d'Alexandra Mendez, qui est députée de Brossard-Saint-Lambert. Elle a parlé franchement. Elle a dit, voici ce que mes électeurs disent dans mon comté. Écoutez ça. Le message que j'ai reçu de la grande majorité de mes concitoyens, c'est que le premier ministre doit tirer sa révérence. C'est un message qui commençait déjà en 2021 lors de la campagne électorale et qui s'est propagé et augmenté pendant l'été. C'est pas vous, c'est pas le parti, c'est vraiment le premier ministre. Donc, malheureusement, c'est le message que j'ai reçu. Je peux pas dire le contraire parce que c'est le message que j'ai reçu. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. C'est parce que techniquement, le message que tu reçois de tes électeurs, c'est bien, c'est ton devoir de le ramener au caucus. Je dis pas qu'ils le font tous, mais parce que tu es censé le ramener au caucus derrière les portes closes. Pas devant un micro de journaliste. Il y a nulle part qui est écrit que quand les électeurs de ton comté te disent des choses, que tu les ramènes au caucus, parce que là, c'est comme, je veux dire, excuse-moi, mais t'es peut-être à la veille d'une course de canot. Là. Tout le monde part, Jack Metzing retire. Puis là, toi, tu donnes un coup de couteau dans le canot de ton parti, là. Tu dis. Ah non, mais mettons, là, penses-tu qu'elle a eu un petit meeting avec peut-être le chef de cabinet? Je sais pas. Écoute, le problème de Justin Trudeau, c'est que quand t'es contesté, quand ça va mal, quand les sondages sont mauvais, le danger, c'est que si tu veux réprimander trop sévèrement des députés, ils vont te dire, moi, je m'en vais. Puis là, t'es pas plus avancé. Ça crée une élection partielle. Je sais pas quelle relation ils ont avec cette femme-là, mais... à mon avis, elle vient pas d'améliorer ses chances de devenir ministre. C'est un avenir approché. À l'œil comme ça, c'est ce que je te conclurais. Et ce qui a retenu l'attention aussi hier, c'est la présence de Mark Carney, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada, va avoir un rôle conseiller spécial, va présider un groupe de travail sur la croissance économique. Son nom circule beaucoup là, pour la succession de M. Trudeau. Là. 3 commentaires. Ouais. Un, je trouve ça bon de Justin Trudeau quand quelqu'un circule comme étant ton potentiel remplaçant, de dire non, moi j'ai pas peur de lui, je le rentre dans l'équipe et tout ça. Ça, c'est un signe de force pour Justin Trudeau de montrer que lui est en selle, il a pas peur de personne. 2, le mandat qu'on a donné à Mark Carney, ça aurait dû être fait il y a des années. Là. C'est le drame présentement au Canada, la productivité. Je sais que pour le public, je ne veux pas donner un cours d'économie, mais la productivité, c'est le premier déterminant du niveau de vie, là. C'est ce qui fait que dans une société, tu dis quand on dit on vit plus richement là, que nos grands-parents, qu'est-ce qui fait qu'on vit, on est plus productif?
la richesse d'un pays, elle tombe pas du ciel. Là. La richesse du pays, c'est la productivité qui fait que tout le monde a des meilleurs revenus, des meilleurs salaires, et on se donne un niveau de vie plus élevé. Et le Canada est en panne, terrible panne côté productivité. D'ailleurs, le niveau de vie per capita diminue. La seule croissance économique au Canada vient de l'augmentation importante de la population, de l'immigration, qui fait que globalement, tu as une croissance. Mais quand tu prends le niveau de vie par habitant, on est en baisse. Le Canada est un pays qui s'appauvrit. Et ça, c'est le drame de l'économie. C'est le drame de M. Trudeau économiquement. Donc, de mettre quelqu'un là-dessus, bravo. Mais en tout respect, j'ai jamais vu un parti remonter d'un sondage à cause d'un conseiller. Là. Tu sais, les gens votent pour Justin Trudeau. Disent, maintenant, il est conseillé par Mark Carney. Sincèrement, je pense pas que ça puisse faire une différence dans son niveau d'appui, là, en tout respect. Là. Actualité. Parmi les choses qu'on va surveiller aujourd'hui, il y aura un point de presse de la Sûreté du Québec en lien avec le rapport de la coroner Jeanne Kamel. À la suite du décès de la policière Maureen Brault, on s'en souviendra, 27 mars 2023, elle avait perdu la vie là, dans une intervention poignardée à mort par Isaac Brouillard-Lessard. C'était à Louisville. L'homme avait des problèmes de santé mentale, schizophrène, et là, les policiers interviennent, il était désorganisé et il s'est rué vers les policiers avec un long couteau. OK? Alors maintenant, rapport de la coroner Jeanne Kamel, 38 recommandations, a dénoncé entre autres un manque de communication entre les policiers. Ça a été souligné dans le rapport. Des ratés entre les intervenants du système de santé et les corps policiers, en ce qui concerne la transmission aussi du... Regarde, ce gars-là avait clairement un problème. Il faut que les policiers sur le terrain soient au courant et demandent à la Sûreté du Québec de prendre des mesures concrètes. Par exemple, les répartiteurs devraient transmettre systématiquement les informations aux patrouilleurs lorsqu'ils doivent intervenir sur un appel pour une personne en crise. À qui on a affaire? Ben oui. Ben, c'est tellement C'est la base, mais c'était visiblement, en tout cas, de ce qu'on en comprend, c'était pas le cas. Ouais. Puis dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui avait déménagé, qui n'était pas si connu là, dans cette région-là, des informations qui n'avaient pas été transmises. Et même sa propre famille, je me souviens de ses révélations, sa propre famille avait un peu appelé à l'aide en disant là, il va pas bien. Là, il est un danger pour lui-même, pour les autres. Et ça n'avait pas eu de suite. Finalement, Alexandre, le début d'année scolaire qui est assez difficile sur le plan de la sécurité. Ça avait commencé avec un jeune qui s'est fait frapper à Amos le jour même de la rentrée. Oui. Mais d'autres accidents ensuite. Oui, puis il y en a eu donc 2 à Montréal la semaine dernière, des enfants happés près des zones scolaires. Et là, le dernier incident en lice, un garçon de 5 ans et son grand-père dans Pointe-aux-Trembles, happé par un VUS. Puis ça aurait pu vraiment être dramatique, mais là, de ce qu'on en comprend, c'est que le grand-père a comme agi comme un bouclier là, face au... s'est placé devant l'enfant pour le protéger. C'est un douloureux rappel, Mario, sur, tu sais, autour des écoles ou même, peu importe, là, c'est la rentrée, on voit plus d'enfants dans les rues, dans un contexte où circuler à Montréal, c'est un Christi de bordel. Sincèrement, là, c'est l'enfer. C'est un douloureux rappel de la prudence, de la vigilance et aussi peut-être que des mesures devront être prises là, de la part de la ville. Vigilance des uns et des autres, parce qu'hier, dans le cas de l'enfant, on n'a pas tous les détails, mais je comprends que là, il voyait son autobus avec le jeune et comme parti, il a échappé au grand-père. Là, lui, il a vu son autobus, il a oublié la rue, il a oublié qu'il fallait qu'il traverse. Il n'était pas une traverse pour piétons, il était en plein milieu de la rue, le kid est parti, le grand-père... Là, mais ouais, c'est ça. C'est début d'année scolaire qui nous amène un rappel à la prudence. Isabelle, dans le monde culturel, on s'inquiète du nombre de festivals qu'on célèbre et qu'on aime, mais qui perdent de l'argent, là, qui sont déficitaires. C'est inquiétant, honnêtement. C'est pas surprenant, mais c'est inquiétant. La moitié des festivals qui ont enregistré un déficit en 2023, c'est Événements Attractions Québec qui a rendu le rapport disponible hier. Donc, eux autres, ils ont sondé une centaine de festivals sur 300 là, qui sont inscrits pour cette année-là. Et ce qu'ils réalisent, c'est que, bon, entre autres, à cause de l'inflation, les coûts ont augmenté plus vite que les revenus. Donc, pour plusieurs, il y a un grand déficit. Ils ont regardé également les postes de dépenses. Donc, la plupart des dépenses, c'est dû à la programmation. Donc, les artistes qu'on invite ou les athlètes qu'on invite, les droits, les permis. Les frais de gestion arrivent en deuxième et ensuite les frais de promotion, communication. Dans les revenus maintenant, les principaux revenus, c'est la billetterie et les ventes de produits alimentaires ou ce qu'on appelle la merch, là, les marchandises, les t-shirts, les gourdes et tout ça. Ensuite, les commandites et ensuite les subventions.
Donc là, il y aura un sommet. C'est les 5 et 6 novembre. Et c'est Événement Attraction Québec qui va tenir ça à Lévis, au Centre des congrès. Il réalise également que ceux qui offrent des programmations gratuites, les petits festivals en souffrent plus. Les événements spéciaux, là, hivernaux, de Noël, ça aussi, un déficit important. Les événements d'artisanat et de gastronomie. Et ensuite, les événements culturels, 50% de déficit. Donc là, ils essaient de trouver des solutions. Est-ce que ce serait de connaître un peu plus l'état financier des festivals parce qu'on en connaît très peu sur le sujet? Est-ce qu'on pourrait s'unir? Est-ce que certains festivals pourraient s'unir pour essayer de partager les coûts, autre que demander encore plus de subventions? Ils essaient de trouver, donc, d'être sur la planche à dessin puis de se dire, bon, ben si on perd des commanditaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit revoir notre modèle d'affaires? Donc, c'est un peu ça, là, finalement, le son de cloche. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on pourrait en faire moins, mais mieux? C'est des questions qui sont sur mais la table. Difficulté, c'est souvent ça avec l'inflation, c'est de s'ajuster. Toutes tes dépenses augmentent. Puis là, la première année, t'es tenté de dire, ah ben là, on peut pas augmenter le prix du billet, les gens... Ça... Puis à un moment donné, c'est triste, mais il faut que tu augmentes le prix de ton entrée parce que, veut dire, 20 ça vaut plus 20 là, tu comprends? Non, regarde au Dollarama. Non, c'est ça, tu sais, 20 d'il y a 5 ans, ben c'est rendu 16 aujourd'hui. Là. Fait que toi, si t'as laissé ton prix d'entrée à 20, dans le fond, tu l'as diminué de 20 tu l'as... Fait que c'est tannant, c'est plate, mais le dollar vaut moins. Fait que si tu veux aller chercher un revenu équivalent, faut que tu augmentes ton prix d'entrée puis que tu fasses des entrevues dans les médias pour expliquer au public que t'as pas le choix puis c'est pas drôle. Puis la probabilité, c'est que les gens vont y aller pareil. Ouais. Mais je comprends la résistance de dire t'as toujours peur d'assommer le public, surtout dans des années où les gens disent « Ah, on a moins d'argent, l'épicerie... » Mais... Tu sais, si on veut des artistes internationaux, par exemple, est-ce qu'on pourrait, oui, avoir quelques têtes d'affiche, mais mousser nos artistes québécois, tu sais? Est-ce qu'on pourrait leur donner une meilleure vitrine? Tu sais, là, on les cache, on dirait, dans un garde-robe. Est-ce qu'on pourrait les mettre au goût du jour, devant scène? C'est une bonne question. Et finalement, au sport, Aaron Rodgers a joué son match au complet. Oui, ben c'est déjà beaucoup mieux que les 4 jeux de la saison passée avant une blessure, t'as raison. C'était le premier football du lundi soir. La bonne nouvelle, c'est qu'il a terminé le match. La mauvaise, c'est que son équipe s'est inclinée 32-19 contre les 49ers de San Francisco. Rodgers qui a été limité seulement à 167 verges par la passe. Il jouait quand même contre une puissance. Oui. Là, et une puissance défensive aussi, qui n'avait pas un défi facile. Moi, j'ai regardé. Quand je me suis couché, les Jets étaient en avance, moi. Ah oui, hein? Oui. Bon. Fait qu'il y avait un bon début de match, malgré tout, mais là, je comprends que ça s'est gâté. La morale de l'histoire, ne te couche pas. La morale de l'histoire, c'est couche-toi si tu veux te lever à 4 h du matin. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission